L'urgence, c'est notre thème cette semaine. Et ce matin, nous prenons la question de l'urgence par son envers. Prendre son temps, est-ce le perdre ? Il paraît que faire la sieste nous fait le plus grand bien, même si certains disent se réveiller dans un état peu agréable. Et puis certains n'y arrivent tout simplement pas. Mais il y a d'autres figures de résistance aux injonctions de vitesse que notre société nous envoie, d'autres contre-pieds à la tyrannie de l'urgence. Il y a notamment la flânerie. C'est un grand motif littéraire et philosophique, la flânerie. Un motif né au XIXe siècle, précisément à un moment où les sociétés occidentales ont acquis une conscience aiguë des avancées d'un monde modernisé, de plus en plus urbain et industriel, un monde ouvrant sans doute toujours plus de possibles pour les individus, mais accélérant aussi leur rythme de vie et générant peut-être de nouvelles crises existentielles. Au début du XXe siècle, le philosophe allemand Walter Benjamin a beaucoup travaillé cette figure du flâneur que Baudelaire notamment avant lui avait évoquée. Flâner pour résister à la ville oppressante, mais aussi pour s'y immerger tout à fait. Le flâneur est ambigu, il épouse et il refuse en même temps. Il se fait badaud, fasciné par les foules anonymes et, ajoute Benjamin, par les grands magasins, comme pour s'oublier. Et puis, ce faisant, le flâneur guette avec vigilance le singulier, l'inattendu. Il sauve quelque chose de la modernité dévoreuse pour, comme disait Baudelaire en 1863, tirer l'éternel du transitoire. Une magnifique figure que nous explorons ce matin avec des spécialistes de haut vol. Bonjour Jantin. Bonjour. Vous avez fait une thèse de philosophie intitulée « La médiation des textes littéraires » chez Walter Benjamin et Théodore Adorno. Autrement dit, vous êtes vraiment un invité de choix pour nous. Vous nous parlerez de la figure du flâneur chez Benjamin, figure très littéraire, qui l'intéressait beaucoup. Vous êtes actuellement assistant docteur à l'université de Fribourg en Suisse. Bonjour Catherine Nesky. Bonjour. Quel bonheur, vous êtes là. Je dis à mes auditeurs que nous avons, et c'est une première en ce qui me concerne, une connexion avec une invitée importante que je vais présenter depuis la Californie. Il est donc 1h du matin pour vous, Catherine. Oui, c'est l'héroïsme de la vie moderne. Vous êtes professeur des universités en littérature comparée et en études de genre. Depuis plusieurs années, vous êtes en poste à l'Université de Californie sur le campus de Santa Barbara. Vos travaux sont nombreux et vous êtes la spécialiste du motif de la flânerie dans la littérature des 19e et 20e siècles. Vous nous parlerez surtout du 19e, avant Walter Benjamin, en écho à votre livre qui est une référence. Il s'intitule « Le flâneur et les flâneuses, les femmes et la ville à l'époque romantique », paru ce que j'appellerais les presses universitaires de Grenoble, pour éviter les acronymes. Et bonjour Sébastien Spitzer. Bonjour. Vous avez publié une dizaine de romans et d'essais, notamment un dictionnaire amoureux de Victor Hugo chez Plon. Il paraît que vous êtes en train de préparer un dictionnaire amoureux de Nietzsche, c'est vrai ? J'avoue. C'est un petit livre de vous, paru cette année aux éditions La Martinière, qui a attiré l'attention de l'équipe d'Avec Philosophie. Petite philosophie de la sieste. Cet essai est comme une petite pharmacie, si j'ose dire. Les Grecs anciens parlaient du pharmakon, contre l'atmosphère de l'urgence qui souvent nous saisit. Alors nous aurions pu commencer cette conversation avec la figure d'Alexandre le Bienheureux, ce personnage qui ne veut plus que dormir, incarné par Philippe Noiret dans le film d'Yves Robert de 1968. Mais nous avons choisi un acteur, à vrai dire, un peu de la même trempe que Noiret, enfin il me semble, qui répondait aux questions de Bernard Pivot dans Bouillon de culture sur France 2 en 1994. Voici Jean-Pierre Mariel. Je suis un traînard, moi, un peu. Un traînard. Oui, un mec qui traîne. Attendez. Qui se balade, qui traîne, qui regarde comme ça. C'est ce que j'aime le plus dans la vie, traîner. Oui. Le traînard dans l'armée napoléonienne ou le traînard aujourd'hui dans la compétition économique, il est foutu. Ouais. Il est mort. Vous êtes resplendissant. Mais un traînard, est-ce que ça n'est pas quelqu'un, et un cancre aussi, un paresseux ? Oui. Vous êtes un peu paresseux. Oui. Ouais. Quand on est traînard aussi, ça veut dire aussi qu'on est rêveur, un peu contemplatif. Ouais, on regarde, oui. Oui. Moi, j'aime bien ça. Mais quand vous êtes contemplatif, vous regardez quoi ? Rien. Là, comme ça, ici, les gens, les femmes qui passent, les maisons. Sébastien Spitzer, le traînard de Jean-Pierre Mariel ressemble-t-il plus à un flâneur, comme il vient de le dire à la fin, il regarde les femmes qui passent et tout ce qui se passe,
ou bien évoque-t-il quand même, évoque-t-il tout de même pour vous un rapport au repos? La sieste, on n'est pas toujours obligé de dormir, on peut aussi juste essayer, traîner un peu, allonger. Ça vous va, ça, comme définition élargie de la sieste? Ça me va comme une définition horizontale de la sieste, mais il y a aussi une définition verticale de la sieste. Et en fait, ce son que vous venez de passer de Marielle le dit très bien, le fait vibrer cette idée. Parce qu'il parle de traîner et il parle de contemplation. Et qu'est-ce que c'est le fait de traîner? Qu'est-ce que c'est la contemplation? C'est l'art de voir ce que les autres ne prennent plus le temps de voir. C'est l'art d'arrêter le temps, de l'alléger, de mettre sur pause. Et en fait, c'est un luxe suprême qui peut devenir une vertu dans le monde moderne. C'est-à-dire que quand tout court, quand tout roule, quand tout va tellement vite, celui qui s'arrête peut avoir l'image de perturbateur, de celui qui vient brouiller l'ordre établi, alors que c'est celui qui vient, comme on le verra, j'imagine, avec Baudelaire, qui est anti-moderne, qui cesse les choses, qui arrête le temps pour pouvoir le regarder bien en face, avec ce qu'il charrie. Alors on verra si Baudelaire est anti-moderne, lui qui valorisait par ailleurs, vous le savez, l'attitude de la modernité. Reprenons ce mot à Balzac, et c'est quasiment un tout nouveau mot au 19e. On va y revenir. Mais parlons du repos encore un peu, s'il vous plaît. Vous citez dans votre ouvrage Sénèque, la tradition stoïcienne, sur un mode qui m'étonne quand même un peu sur un point. On pourrait penser que faire la sieste, c'est précisément abandonner la maîtrise, s'abandonner un peu, lâcher prise, comme pour employer une expression très à la mode. Mais en vérité, si on va du côté des stoïciens, c'est une façon de retrouver la maîtrise du temps. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains, dit Sénèque. Siester, est-ce que c'est, Sébastien Spitzer, retrouver la maîtrise ou connaître l'abandon? Siester, c'est oxymorique, pardon, c'est pas qu'une formule, mais c'est l'art de l'abandon, c'est la maîtrise de l'abandon. C'est-à-dire que dans l'abandon, on se retrouve. En se perdant, on se requinque. L'abandon, dans la sieste, tel que pouvait le définir Sénèque, entre autres, c'est le fait de prendre quelques instants pour se recomposer. Et c'est toute la force de ce moment-là, c'est-à-dire que tous les neuroscientifiques, tous ceux qui la pratiquent en connaissent la vertu, c'est-à-dire que sans la sieste, sans ce moment de repos, on ne peut pas continuer. Le repos, c'est peut-être la chose la plus essentielle de notre humanité, avant tout le reste. Si on ne se repose pas, on ne peut pas continuer de vivre, on ne peut pas continuer d'avancer. Est-ce que... plus exactement, dans quelle mesure exactement vous considérez que vous avez écrit un texte critique? Parce que vous évoquez le fait, par exemple, qu'au Moyen-Âge, à un certain moment, l'Église a établi des heures canoniales, c'est-à-dire 4 grandes parties dans le jour, 4 la nuit, alors que les Romains, et nous y sommes revenus, distinguaient 12 heures le jour et 12 heures la nuit, enfin à peu près selon les variations des saisons, et vous suggérez que du point de vue de l'Église, c'était pour nous occuper, parce qu'il devait y avoir un office, si j'ai bien compris, à chaque heure canoniale, etc. Est-ce que vous pensez que, d'une façon générale, vous avez écrit contre des choses que vous trouvez des injonctions à l'éveil, qui existent depuis longtemps, on a pris cet exemple, et qui continueraient aujourd'hui de mériter qu'on y résiste? Alors vous avez évoqué ces heures en fait que le monde judéo-chrétien a voulu sanctifier. À chaque moment de la journée, il fallait un temps de consécration à ce qui nous dépasse. Et pour répondre plus personnellement à votre question, en fait, ma révélation, mon eureka, mon épiphanie, elle est arrivée au moment du Covid. Quand le monde s'est arrêté, quand le monde a fait tilt, littéralement. Vous savez, comme un flipper qu'on a trop secoué, qu'on a trop agité, qui finalement s'arrête. Et de tous ces paquets d'heures auxquels j'étais confronté, de tout ce temps qui m'était donné et dont je ne savais pas quoi faire, il a fallu que je me mette à réfléchir. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais le sculpter? Comment je vais l'organiser, ce temps, cet emploi du temps? Comment je vais employer tout ce temps libre? Et j'ai inscrit la sieste au milieu de ma journée. J'ai inscrit ce moment que les pères du désert dénonçaient, ce démon de midi,
ce moment où on se laisse aller et on peut être tenté par Satan, par tous les démons. Et j'en ai apprécié tous les bienfaits. C'est-à-dire que j'ai pu découper ma journée et travailler en fait sur ce qui m'importait à l'époque, un roman le matin, un dictionnaire le soir. Ah oui, donc vous êtes quand même beaucoup dans l'activité. C'est vraiment la sieste de la récupération, pas la sieste d'Alexandre le Bienheureux, qui précisément s'étire et résiste en profondeur aux injonctions du fer. Mais vous savez, ce film Alexandre le Bienheureux, qui est cette comédie rurale, est d'une profondeur infinie. Il ne faut pas imaginer c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, oui. Que la légèreté n'a pas de profondeur. Imaginez le propos qui est véhiculé par ce livre, c'est quoi? Je suis un homme astreint au travail forcé depuis que je suis né, pourtant j'ai rien fait de mal, mais je suis comme la terre, j'ai besoin d'un temps de jachère, il faut que je me repose, mais aussi pour ensuite pouvoir retravailler. Alors j'entends, vous avez travaillé sur Benjamin qui est né en 1892 à Berlin, mort en 1940 à Portbou en Catalogne, avant de sortir d'Europe pour se sauver, dans des conditions que je ne précise pas ici. Il a rencontré des gens comme Baudelaire sur le plan évidemment théorique ou littéraire très tôt, dès 1914, Proust un peu plus tard, dans les années 20. Il a fait au moins 3 longs séjours à Paris. On va parler de tout cela. Mais une chose très intéressante par rapport à la sieste, c'est que Benjamin a réfléchi au sommeil. Alors il a un rapport un peu lointain, gêné peut-être à Freud. On pense qu'il a lu, mais il y a aussi des textes, disons qu'il n'a pas été transcendé, comme on dit un peu prosaïquement par Freud, mais il a beaucoup écrit sur ses rêves. Dans la journée, il y a énormément de notes. Qu'est-ce que représentait, d'après vous, le sommeil pour Walter Benjamin? Alors, pour Walter Benjamin, c'est finalement la question de la transition. De la veille au sommeil, le moment du seuil, en fait, vers le rêve qui l'intéresse, que ce seuil soit dans l'endormissement ou dans l'éveil. Il parle beaucoup du réveil, en fait, l'acte du réveil, par différence avec le moment du rêve. Et c'est là, à mon avis, que peut-être il aurait été intéressé par la question de la sieste, comme cette expérience où on glisse dans le sommeil, et parfois on n'y reste pas très longtemps, on a juste le temps d'y aller ou d'en sortir. Donc c'est vraiment ce mouvement de transition entre le rêve et la veille dans les deux sens qui l'intéresse. Et par ailleurs, évidemment, c'est la virtualité créative du rêve qui l'a intéressé également chez les surréalistes. Il note cette phrase de Saint-Paul Roux qui mettait sur sa porte « Le poète travaille » au moment où il allait se coucher très tôt le matin après avoir été éveillé toute la nuit. Voilà, c'est ce type de, non pas de productivité, mais disons d'inventivité qui peut advenir dans l'ambiguïté entre le rêve et la veille qui l'intéresse. Et est-ce que vous pensez que lui, pour le coup, parce que la question est restée de manière très intéressante, un peu en suspens là dans l'échange que nous venons d'avoir avec Sébastien Spitzer, est-ce que vous pensez que Benjamin, lui, considérait le sommeil, comme les surréalistes, comme un lieu de résistance? Non, c'est plus ambivalent chez lui. Il est très conscient du fait que le médium du rêve, le moment du rêve chez les surréalistes est aussi suspect d'une mystique de l'endormissement quelque part, d'un irrationalisme qui finalement n'arriverait pas à se ressaisir. C'est pour ça que le réveil l'intéresse, c'est vraiment le retour à la réalité. Il fait des parallèles assez audacieux, mais en même temps intéressants dans leur caractère expérimental entre le réveil et les moments révolutionnaires, c'est-à-dire dans l'histoire, des moments où les choses semblent sommeiller, Oui. et des moments où, au contraire, une prise de conscience fait qu'il y a un basculement énergétique, en quelque sorte. Donc la force de résistance et la force critique chez Benjamin, c'est le moment du réveil. Mais peut-être faut-il précisément, pour avoir ce moment-là, avoir dormi. Il faut cette ressource-là pour se réveiller avec l'œil critique, Oui, bien sûr. voire révolutionnaire. Oui, et puis Benjamin écrit aussi, ne l'oublions pas, dans les années 1930 ou 1936, les congés payés, on passe à la semaine de 40 heures. Il est tout à fait conscient de ces avancées sociales et en même temps conscient des avancées du fascisme au même moment. Et donc la question du repos, la question du loisir possible pour le plus grand nombre est évidemment une des conditions
de cette résistance, oui. Catherine Nesky, on va un petit peu parler ensemble maintenant. Je suis très honorée d'entendre une spécialiste de la figure du flâneur qui se déploie tout au long du 19e siècle et dont, à l'évidence, Walter Benjamin a hérité, même s'il l'a réélaboré. Qu'est-ce que c'est que cette figure? Essayons d'avoir un propos un peu général. Et l'angle d'approche que je vous propose est toujours le même que depuis le début de l'émission, en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est une figure de critique et de résistance à la modernité, notamment par le temps qu'il prend, à l'encontre d'une modernité qui va toujours trop vite et qui prononce des injonctions d'urgence? Dans le cadre du 19e siècle, moi j'ai surtout travaillé sur la période évidemment qui précède Baudelaire. Et le flâneur populaire, en fait, va incarner les idéaux d'une culture urbaine dynamique et une nouvelle sensibilité urbaine. Alors, évidemment, il apparaît un peu comme le personnage invisible qui observe la ville autour de lui. Il essaie dans son anonymité, de redonner un sens à cet espace urbain qui paraît pour les contemporains tout à fait hétérogène, c'est tout à fait déconcertant, cette espèce de rapidité, de monde transitoire. Donc le flâneur qui s'associe à cet espace urbain, qui devient vraiment à la fois une figure polymorphe, une figure flottante, essaie donc de capter cette essence cachée du monde. Donc je ne sais pas trop par rapport à la question de la figure de la résistance. Oui, certainement, c'est un personnage qui prend le temps, qui erre, qui évidemment est contre l'injonction de gagner sa croûte et d'être un personnage productif dans cette nouvelle société. Donc c'est un petit peu comme ça que je le situerai, oui. Alors, on croit souvent, moi la première, j'ai longtemps pensé que c'était vraiment Baudelaire qui avait inventé la notion de modernité liée à la figure du flâneur, même s'il y a un petit bémol dans son fameux texte de 1863, qui est un article qui s'appelle Le peintre de la vie moderne de décembre 1863 en 3 livraisons dans le Figaro de l'époque. Baudelaire évoque une figure qui n'est pas celle d'un pur flâneur, c'est-à-dire qu'il est flâneur, mais il va... Alors c'est intéressant, on va en parler. Il n'y a pas que le plaisir, dit-il, fugitif de la circonstance. Il cherche quelque chose, dira Baudelaire, que l'on nous permettra d'appeler la modernité. Et cette modernité, elle se tire, elle s'extrait de la mode, du transitoire, pour constituer une forme de beauté plus éternelle. Ce mot modernité était un néologisme à l'époque. Ce que j'ignorais longtemps, j'avoue, c'est que Balzac, en vérité, une bonne quarantaine d'années avant, l'avait employé lui aussi, de même que la figure du flâneur commence chez lui. Vous pouvez nous en parler un petit peu, ça, de Balzac et ses motifs, qui sont peut-être pas toujours ce qu'il y a de plus connu chez Balzac. Catherine Nesky. Oui, alors effectivement, Balzac emploie très tôt le mot de modernité. Il l'emploie dès 1822, au moment où il publie un texte qui est une espèce d'imitation d'Anne Radcliffe. Donc, il n'est pas encore dans ce qu'il va appeler plus tard, à partir des premiers textes qu'il écrit dans les années 1830, où là, il va parler de drame moderne. Du conflit au sein de la société moderne. Donc c'est au moment où il change complètement sa manière de
d'écrire, où il veut se faire l'historien des mœurs, l'historien de la société moderne, qu'il commence à employer cette expression de drame moderne. Mhm. Mais le terme, effectivement, de modernité est employé dès 1822. Et très tôt aussi, un des premiers grands textes qui commence la carrière de Balzac, qui le rend tout à fait célèbre, c'est La physiologie du mariage. Et étonnamment, on trouve un long texte qui est un texte sur le flâneur artiste, et où on voit effectivement l'identification entre le flâneur et le paysage urbain, une figure qui rêve une emprise verbale de la ville, à la fois par la pensée et par les sens, et vraiment une espèce de captation tout à fait jubilatoire des signes, une espèce d'ivresse, une espèce d'intoxication, avec une réciprocité vraiment amoureuse, carrément amoureuse entre la scène urbaine et ce flâneur artiste. On va... Donc Oui, c'est pardon. étonnant de voir dans ce texte qui est consacré la physiologie du mariage, qui est une espèce de sociologie de l'adultère, de voir comme ça une digression à un moment donné qui apparaît, et on a cette espèce de texte étonnant sur le flâneur artiste. Je vous propose qu'on écoute un extrait de ce très beau texte de Balzac, Physiologie du mariage, 1829. Quel est le fantassin de Paris, dans l'oreille duquel il n'est pas tombé, comme des balles en un jour de bataille, des milliers de mots prononcés par les passants, et qui n'est pas saisi une de ces innombrables paroles gelées en l'air dont parle Rabelais. Mais la plupart des hommes se promènent à Paris comme ils mangent, comme ils vivent, sans y penser. Il existe peu de musiciens habiles, de physionomistes exercés qui sachent reconnaître de quelle clé ces notes éparses sont signées, de quelle passion elles procèdent. Oh, errer dans Paris, adorable et délicieuse existence. Flâner est une science. C'est la gastronomie de l'œil. Se promener, c'est végéter. Flâner, c'est vivre. La jeune et jolie jeune femme, longtemps contemplée par des yeux ardents, serait encore bien plus recevable à prétendre un salaire que le rôtisseur qui demandait 20 sous au limousin dont le nez, enflé à toute voile, aspirait de nourrissants parfums. Flâner, c'est jouir, c'est recueillir des traits d'esprit, c'est admirer de sublimes tableaux de malheur, d'amour, de joie, de portraits gracieux ou grotesques. C'est plonger ses regards au fond de 1000 existences. Jeune, c'est tout désirer, tout posséder. Vieillard, c'est vivre de la vie des jeunes gens, c'est épouser leur passion. Flâner, c'est jouir, écrit Balzac, c'est recueillir des traits d'esprit, c'est se fondre dans le multiple, qui est une expression qu'on retrouvera chez Baudelaire, épouser les foules et leur multiplicité. Est-ce qu'il y a aussi, Catherine Nesky, chez Balzac, déjà, l'idée qu'on va aussi extraire des choses de la foule, saisir, c'est-à-dire une dimension active, l'œil d'aigle, comme dit Baudelaire dans le texte de 1863, au même titre que la dimension passive, la jouissance, etc. Ou bien Balzac tire-t-il la flânerie vraiment d'abord du côté de l'abandon, de la passivité, de la jouissance, sans cette force critique qu'il y a dans l'attitude de la modernité, expression de Baudelaire? Absolument. Enfin, Balzac, on voit bien l'abandon à la jouissance, mais dès le début, on a aussi cette métaphore de fantassin de Paris. On a vraiment le sens que ce personnage qui s'identifie au paysage urbain veut décrypter des secrets, hein. Il veut trouver des hiéroglyphes, il veut révéler l'essence cachée des choses. C'est pour ça qu'il se place vraiment au seuil entre le visible et l'invisible. Il veut redonner la lisibilité du sens donc, qui s'était perdu, qui se cache quelque part.
Et en même temps, alors je pense que c'est un point important qui, aussi qui le relie à Baudelaire. Heu, Quand, Balzac fait référence à cet épisode des paroles gelées en l'air dont parle Rabelais, on a cette idée que, le flâneur est celui qui est capable d'absorber la mémoire de la ville ou de redonner la mémoire de la ville, de retrouver ces mots qui étaient gelés et il va leur redonner un sens. Je pense que ça, c'est un aspect qui recoupe aussi le travail de Baudelaire. Est-ce que vous pensez, Sébastien Spitzer, vous qui avez travaillé sur la sieste, que dans cette idée d'absorber la mémoire de la ville, avec le côté, je le dis en anglais parce que vous le dites comme ça aussi, replay, quoi, reset, disent parfois les spécialistes du sommeil ou les coachs sportifs, c'est-à-dire le moment où on dort, il y a un effet d'absorption, mais en vérité de digestion, qui est aussi une métaphore importante souvent pour parler du psychisme qu'on trouve chez certains psychanalystes comme Wilfred Bion. On digère. Vous êtes d'accord avec cela? Finalement, ce serait un point commun avec la flânerie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la distinction entre le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que le conscient qui voit, qui sent, qui analyse, et l'inconscient qui travaille malgré nous, qui travaille au-delà de nous. Et vous évoquiez il y a un instant la théorie du replay. En fait, de quoi s'agit-il? C'est ces neuroscientifiques qui se sont intéressés à, par exemple, des jeunes qui vont faire un stage de tennis. Et pendant 8 heures par jour, ils vont taper dans une balle pour faire le bon coup droit, pour trouver le bon geste, le bon équilibre, être bien sur leurs jambes. Et ceux qui vont taper toute la journée arriveront à un certain niveau. Celui qui va, au milieu de la journée, faire une pause, dormir, faire la sieste, et peut-être même rêver, va refaire ce mouvement, va répéter ce geste, malgré lui, sans effort. Mais son cerveau va se mettre à travailler à sa place. Et finalement, trouver, peut-être un petit peu plus vite que les autres, le bon geste. Dit comme ça paraît juste très pratique. Mais c'est un travail qui a aussi beaucoup intéressé Poincaré. Poincaré, le penseur mathématicien. Henri Poincaré. Et Poincaré disait que, justement, pour résoudre un problème mathématique, il y a le temps de la réflexion, de l'effort, et puis un moment, le pas de côté, cette suspension du travail qui permet à l'inconscient de faire des passerelles, de faire des associations auxquelles on n'avait pas pensé spontanément, qui dépassent la raison, le rationnel. Et c'est lui qui avait cette phrase qu'il faudrait que je retrouve, mais peu ou prou c'était ça, c'est que c'est la raison qui permet de résoudre, mais c'est l'intuition qui permet de trouver. Et laisser une place comme ça à cette intuition, lui laisser un petit peu la part belle, le temps de l'esprit en suspens. Alors, nous parlons ce matin de la sieste et de la flânerie, autant d'attitudes qui sont un peu l'envers du culte de l'urgence permanente qui caractérise souvent la modernité. En tout cas, c'est souvent de cette façon qu'elle est représentée. Modernité qui est un mot inventé par Balzac, repris par Baudelaire. Ça tombe bien, on est au cœur du sujet ce matin. Justement, la figure du flâneur, avec mes invités, nous l'explorons dans l'histoire littéraire du 19e siècle jusqu'au philosophe Walter Benjamin au début du 20e. Vous avez beaucoup travaillé, Catherine Lesky, sur les flâneuses aussi. Y a-t-il une différence? Doivent-elles se déguiser en hommes? Y a-t-il là une figure virile malgré l'abandon classiquement attribué aux figures féminines? Dans la flânerie, il y a de l'abandon, mais il n'est pas sûr que ce soit un abandon possible pour les femmes de l'époque. Écoutez ce texte de Georges Sand, Histoire de ma vie, 1855. Moi, j'avais l'idéal logé dans un coin de ma cervelle, et il ne me fallait que quelques jours d'entière liberté pour le faire éclore. Je le portais dans la rue, les pieds sur le verglas, les épaules couvertes de neige, les mains dans mes poches, l'estomac un peu creux quelquefois, mais la tête d'autant plus remplie de songes, de mélodies, de couleurs, de formes, de rayons et de fantômes. Je n'étais plus une dame, je n'étais plus non plus un monsieur. On me poussait sur le trottoir comme une chose qui pouvait gêner les passants affairés. Cela m'était bien égal à moi qui n'avais aucune affaire. On ne me connaissait pas, on ne me regardait pas, on ne me reprenait pas.
J'étais un atome perdu dans cette immense foule. À Paris, on ne pensait rien de moi, on ne me voyait pas. Je n'avais aucun besoin de me presser pour éviter des paroles banales. Je pouvais faire tout un roman d'une barrière à l'autre, et j'aurais pu dire avec René, mais avec autant de satisfaction qu'il l'avait dit avec tristesse, que je me promenais dans le désert des hommes. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Et c'est Corinne Amar de notre équipe qui a prêté sa jolie voix à George Sand, évoquant ses flâneries dans Paris. Catherine Nesky, qu'est-ce qui est important là, du point de vue de l'histoire littéraire et même de l'histoire tout court? Absolument crucial. C'est le moment où George Sand raconte dans Histoire de ma vie, sa grande autobiographie qui est publiée à partir de 1855 en feuilleton. Elle raconte l'épisode où elle se travestit, justement parce qu'elle a besoin de pouvoir avoir accès à tous les lieux publics, aller au théâtre, aller partout et surtout être invisible. Parce que comme la femme est trop visible, hein, on l'a vu avec Balzac, la jeune et jolie femme, c'est le point que cherche à absorber aussi le flâneur. Ici, l'essentiel, c'est que George Sand se présente comme étant invisible. C'est la promeneuse solitaire, elle baigne incognito dans la vie urbaine. Elle a cet habit de talisman qui l'a fait disparaître, hein, c'est l'habit de l'homme, donc l'habit de l'être libre, et elle disparaît en tant que femme. Voilà, donc c'est un corps. Mais est-ce que c'est une forme de... invisible. Oui, pardon. Pardon, Est-ce excusez-moi, que allez-y. vous croyez vraiment que c'est une envie de disparaître? Parce que ça peut aussi se lire comme une façon de se recréer, comme écrivain notamment, Oui, George oui, Sand. tout à fait. Là, on le est d'accord? voit. C'est parce que oui, tout à fait, on est d'accord, puisqu'elle dit bien c'est l'idéal logé dans un coin de ma cervelle, donc c'est l'idéal artiste. Mais un petit peu comme Baudelaire, il ne s'agit plus de déchiffrer l'espace urbain, de redonner l'essence cachée de cet espace urbain. Elle recrée un paysage, et c'est une recréation esthétique, mentale. Cette idée, il est logé dans sa cervelle, hein. Et donc elle est dans cette déambulation sans but, elle est à travers une foule affairée, mais elle traîne, elle refuse le rythme de cette ville un peu effrénée, hein. Elle parle de passants affairés, et ça ne la gêne pas qu'on la pousse sur le trottoir, hein, comme une chose, etc. Donc elle n'a aucune affaire, elle le dit bien, mais surtout, elle insiste beaucoup, on ne me connaissait pas, on ne me regardait pas, on ne me reprenait pas, hein. Mais alors que chez René, dans ses Chateaubriand, cette idée d'atome perdu dans une immense foule, c'est le décentrement de l'être, l'émiettement de la personne, etc. Pour elle, au contraire, c'est une libération. Hein, on ne pense rien d'elle, on ne la voit pas. Et on voit qu'à chaque fois, j'entends cette fois, je vous interroge, vous qui connaissez très bien Benjamin, qui s'est tant intéressé surtout à Baudelaire, on voit qu'à chaque fois, il y a un abandon, une passivité recherchée, se laisser un peu engloutir par en quoi on se promène, à l'intérieur de quoi on se promène, y compris les grands magasins. Ça rappelle les yeux extatiques des enfants, disait Baudelaire, et Benjamin adore ça. L'ivresse intropathique, écrit Benjamin. Peut-être aussi, je le cite, Benjamin, l'ivresse de la marchandise que vient battre le flot des clients dans un grand magasin, et un ressaisissement de soi. Le badaud dont il parle, Benjamin écrit dans Le Paris du Second Empire chez Baudelaire dans les années 1938-39, il peut être un vrai badaud, stagné dans la figure du simple curieux, mais il y a autre chose toujours. Et quelle est cette autre chose, j'entends? On se ressaisit, le flâneur se ressaisit peut-être dans sa propre transformation?
Oui, alors il y a une distinction qui est même déjà présente dans la littérature du 19e siècle que lisait Walter Benjamin, la distinction entre le badaud et le flâneur, justement. Le badaud se laisse fasciner par une vitrine, par un phénomène ou par une femme, mettons. Voilà, il faut quand même parler de ce qu'a dit Catherine Lesky, hein, cette vraie différence entre le flâneur et la flâneuse, les contraintes qui pèsent sur l'une et beaucoup moins sur l'autre. Mais le flâneur, lui, donc distinct du badaud, est créatif dans son regard. En fait, c'est l'idée que le regard peut être créatif, pas simplement fasciné, absorbé, pas simplement réduit à la marchandise. Il est capable de prendre distance avec elle. Il est capable éventuellement de jouir de la foule. Comme dit Baudelaire, mais effectivement sans s'y identifier, sans être dans ce phénomène de masse. Mais Benjamin était conscient du fait que la flâneuse, à ce titre, se trouve souvent épinglée, en fait, au même titre qu'une marchandise. C'est un vrai problème de cet érotisme de la flânerie du point de vue masculin qui transforme les flâneuses à leur tour en marchandises à l'égal des mannequins ou des publicités. Ce qui est passionnant en même temps, c'est que Benjamin trouve que Baudelaire, le flâneur, il est intéressé par le fait que Baudelaire se compare lui-même à une fille des rues. Dans le poème La Muse vénale, où il est écrit « Moi l'auteur, moi le poète, qui vend ma pensée, qui veut être auteur, je ne suis qu'une fille des rues peut-être ». Et il y a d'autres textes que Benjamin évoque où Baudelaire dit de Lamartine un peu catin, un peu prostituée. Il y a quelque chose de féminin avec tous les stéréotypes éventuels attachés à cette expression, Catherine Lesky. Dans la figure du flâneur, il faut savoir être cette fille des rues. Qu'est-ce que ça vous suscite comme commentaire de votre part? Oui, on a cette figure tout à fait polymorphe qu'on retrouve dans L'Homme des foules, où on a ce personnage qui peut rentrer, ce flâneur qui peut rentrer à n'importe quel moment où il veut aller. Il n'a aucune barrière, il n'a aucune limite, et en même temps, il peut se donner à l'inconnu qui passe, donc il peut avoir effectivement s'identifier en fait à la prostituée, à l'héroïque prostituée. Donc il peut jouer les deux rôles, mais en même temps, il a tous ses rôles, il peut avoir tous ses rôles, mais il n'a pas, sur lui ne pèse pas l'opprobre, le déshonneur lié à la prostituée. Donc je pense que l'homme peut aller voir l'impureté, mais ne pas en être taché ou ne pas avoir à payer le prix social de cette fonction. Donc c'est vrai, moi, de mon point de vue, j'aurais tendance plutôt à critiquer cette identification avec oui, la prostituée. Sébastien Spitzer, vous avez envie de réagir à cet échange? À cet échange et au texte de George Sand, oui, et à ce jeu sur les mots. Il y a une grammaire du temps qui passe. Il y a une nature de l'instant. Il y a un genre de l'instant. Vous avez ouvert cette émission avec ce son de Marielle, qui parlait du traînard. Jean-Pierre Marielle, oui. Mais il y a le traînard et la traînée. Il y a le flâneur et la flâneuse. De même qu'il y a l'homme public et la femme publique. C'est-à-dire que c'est pas le même monde à chaque fois. C'est pas le même monde à chaque fois. Enfin, c'est pas le même monde. Si, on appartient tous au même monde, mais c'est pas la même qualité entre guillemets. C'est pas le même adjectif. La traînée, la femme publique ou la flâneuse, c'est cette image qui est toujours péjorative, tandis que l'homme peut se permettre de prendre le temps. Est-ce que ça veut dire que la femme est interdite, n'avait pas à l'époque sans doute le droit d'errer, de flâner, d'aller ça et là, selon son humeur? C'est très intéressant parce qu'en même temps, il y a ce besoin du féminin qui apparaît même dans les évocations masculines. Alors, je vous propose qu'on écoute Benjamin maintenant. Walter Benjamin dans un texte où il évoque Baudelaire directement, Baudelaire et les rues de Paris. C'est un des textes qu'on retrouve dans le gros livre des passages, Paris, capitale du 19e siècle, qu'il a écrit dans les années 20 et 30, mais qui a paru
plus tard. Je vous propose aussi qu'on fasse suivre ce texte de Benjamin, qui est un immense hommage à Baudelaire, d'un texte de Baudelaire qu'il a beaucoup commenté, le poème À une passante. Il sera lu par Denis Podalides. C'est un poème de Baudelaire de 1860 qu'on trouve dans la 2e édition des Fleurs du Mal en 1861, à propos duquel Benjamin a dit que le vrai sujet de À une passante, c'est la foule. Le génie de Baudelaire, qui trouve sa nourriture dans la mélancolie, est un génie allégorique. Pour la première fois chez Baudelaire, Paris devient objet de poésie lyrique. Cette poésie locale est à l'encontre de toute poésie de terroir. Le regard que le génie allégorique plonge dans la ville trahit bien plutôt le sentiment d'une profonde aliénation. C'est là le regard d'un flâneur, dont le genre de vie dissimule derrière un mirage bienfaisant la détresse des habitants futurs de nos métropoles. Le flâneur cherche un refuge dans la foule. La foule est le voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur en fantasmagorie. Cette fantasmagorie, où elle apparaît tantôt comme un paysage, tantôt comme une chambre, semble avoir inspiré par la suite le décor des grands magasins, qui mettent ainsi la flânerie même au service de leur chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, les grands magasins sont les derniers parages de la flânerie. Dans la personne du flâneur, l'intelligence se familiarise avec le marché. Elle s'y rend, croyant y faire un tour. En fait, c'est déjà pour trouver preneur. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Denis Podalides, lecteur de ce poème de Baudelaire À une passante, et Riyad Kera qui a prêté sa voix, Riyad Kera de France Culture, tout à l'heure à Balzac et cette fois-ci à Benjamin. J'ai envie de vous laisser tout à fait librement commenter ces textes magnifiques, que ce soit celui de Benjamin sur Baudelaire ou que ce soit le très fameux poème de Baudelaire, Jeantin. Alors c'est difficile, hein, ce poème est magnifique, il y aurait beaucoup à dire, mais ce qu'on peut retenir peut-être dans le texte précédemment lu de Walter Benjamin, c'est que la foule est comme un voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur. C'est-à-dire c'est comme un médium, un environnement diffus qui n'est pas nommé dans le poème, sauf par des indications sonores, hein, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Et en fait ce voile, Benjamin dans ses notes sur ce poème le compare à ce voile qui est pourtant absent du poème, hein, de Baudelaire, le voile de cette femme en grand deuil. Là, Benjamin travaille vraiment sur des références indirectes, hein. Imagine, sans le dire, Oui. que cette femme est une allégorie de la mort, une allégorie de la ville elle-même, de la ville dans ce qu'elle a de passager, d'éphémère, peut-être de morbide. Et c'est la difficulté là-dedans est qu'on n'est plus vraiment chez le flâneur. Ce poème est un condensé, est une concentration extrême, un éclair puis la nuit. C'est ça le flâneur, non? Le flâneur, c'est celui qui, de la nuit, alors on va en reparler de la nuit parce que c'est la sieste aussi, c'est le sommeil, bon, il est dans la nuit même, l'ivresse, comme dit Baudelaire, de ne plus rien voir, d'être englouti, tout ça intéresse beaucoup Benjamin, et puis le badaud, et puis comme le dit Benjamin, il y a aussi la figure plus active qui se ressaisit, c'est l'éveil, le détective, dit-il aussi, peut-être y a-t-il là d'ailleurs une référence à Edgar Allan Poe, qui intéressait énormément Benjamin pour la part la plus active, chercher dans la foule, repérer, ça. Donc un éclair, c'est le regard de cette femme, puis la nuit, et on retourne, on a perdu, on l'a sauvée, et on la perd à nouveau.
C'est un geste typique du flâneur, non? Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord parce que dans ce poème, le temps est définitivement perdu. En fait, cette femme ne sera pas retrouvée. Le poète est crispé comme un extravagant, comme vous dites. Effectivement, il y a un ressaisissement, mais il n'y a pas le continuum et le mouvement qu'il peut y avoir, y compris dans le texte d'Edgar Allan Poe, L'homme des foules, Oui. où il s'agit de se plonger de façon forcenée dans la foule et sans but. En fait, ça, c'est peut-être ça la vraie différence ici, entre la concentration poétique de ce poème à une passante et l'activité du flâneur. Le flâneur n'a pas de but. Et justement fait de cette absence de but précisément l'objectif de sa perte de temps, si on peut dire, alors que là, c'est plutôt une perte de temps métaphysique. Dans ce Alors le poème. mot perte que vous venez d'employer, Benjamin dit que c'est vraiment ça l'enjeu de À une passante. On la trouve et on la repère. Donc vous êtes d'accord pour dire que c'est la foule qui est le vrai sujet de ce poème? Pas tout à fait. Ah oui, Voilà. d'accord. Non, moi, vous êtes d'accord que Benjamin le dit? Bien sûr, c'est la thèse de Benjamin parce qu'il a besoin de montrer que Baudelaire écrit adossé à la foule. Mais dans ce poème, on peut également considérer qu'on ne peut pas le réduire, disons, à l'idée que la foule serait comme le voile de la passante. Vous savez que c'est très rare d'avoir un commentateur spécialiste d'un auteur qui ne défende pas son auteur jusqu'au bout. Donc là, vous venez de dire que la lecture de Baudelaire par Benjamin, vous qui connaissez bien Benjamin, ne vous satisfait pas pleinement. Êtes-vous d'accord, Catherine Eschi? Est-ce que vous pensez que flâner, c'est sauver, attraper un regard et puis le reperdre, cette perte étant très importante? C'est ce que dit Benjamin, peut-être à tort, de Baudelaire. Est-ce que vous pensez que ça, c'est baudelairien aussi? Oui, et puis c'est déjà balzacien en fait, parce que entre le texte qu'on a lu de la physiologie du mariage et puis les textes romanesques, où là on a déjà une figure où les différentes figures de flâneurs masculins vont se retrouver face à la mort, face à la perte. Donc, c'est une inscription davantage mélancolique de la figure. Et ici, je noterai avec À une passante que le son est sonore. Ce n'est pas le visuel qui compte, hein, c'est la rue assourdissante qui hurle autour du poète. Donc, je pense que ce fond sonore, c'est déjà une expérience sensorielle assez différente pour le passage de la femme. Hein. C'est pas la même chose chez Balzac, c'est vraiment une captation par le regard, au vol, en un sens. Mais ici, la rencontre fulgurante avec la passante, elle a lieu déjà dans un fond sonore qui est une espèce de cacophonie qui est assourdissante, qui est terrifiante. Donc, je serais peut-être d'accord aussi avec Jeantin, ce n'est peut-être pas complètement la foule ici. C'est très intéressant. J'adore ça, quand on aime tellement un auteur qu'on ose être libre vis-à-vis de lui et le critiquer, on l'aimera toujours malgré tout. Vous allez avoir le dernier mot, Catherine Eschi, parce que je voudrais quand même que, c'est difficile, mais vous essayez de nous dire la spécificité de la flâneuse au XIXe siècle comme motif littéraire par rapport au flâneur. On l'a beaucoup dit, on a dit que c'était très différent. Est-ce que vous pourriez nous repréciser cette différence? D'abord, je pense que la flâneuse, dans les flâneuses que moi j'ai étudiées plutôt à l'époque romantique, il faut vraiment travailler pour la chercher. Hein. Il n'y a pas du tout le même mythe, la même omniprésence, le mythe du flâneur. Il y a des personnages comme Delphine de Girardin qui se fait feuilletoniste, qui prend un pseudonyme, qui se cache derrière un pseudonyme de vicomte. Il y a le George Sand qui, de son côté, met plutôt en forme la flânerie comme une forme d'art moderne, mais ce sont toujours des contre-figures par rapport à la figure du flâneur masculin de leur époque. Attention, hein, c'est pas le flâneur de Baudelaire. Et une autre femme écrivaine, mais aussi très politique, qui est la figure de Flora Tristan, elle aussi, elle a besoin de l'incognito, elle a besoin de la mascarade, elle a besoin
de pouvoir se cacher pour, par exemple, dans les promenades dans Londres ou quand elle va observer les femmes dans Lima, elle a toujours besoin de trouver un incognito qui la voile en tant que femme, parce que la femme qui rentre dans l'espace urbain, elle a un trajet surveillé, elle est trop visible. Si elle est femme du peuple, elle va être une proie pour le flâneur, l'étudiant, les hommes. Donc déjà, il y a cet espace sexué, cet espace qui donne, qui limite le passage de la femme, qui limite sa présence dans l'espace public urbain. Les femmes doivent ruser pour pouvoir écrire, pour pouvoir travailler sur cet espace public moderne. C'est formidable. Vous expliquez tellement bien, je suis tellement navrée que l'heure tourne. Mais je vous remercie vraiment. Je suis navrée, il faut qu'on s'arrête. Mais il y aura un petit cadeau de fin qui est évidemment Georges Brassens, Les Passantes, qui semble être un hommage immédiat à Baudelaire et à ce poème, à une passante. Je vous laisse vous coucher, si j'ose dire. Catherine Nesky, vous êtes en Californie. Maintenant, on approche des 2 heures du matin. Nous avons parlé de l'importance du sommeil. Merci infiniment et très bonne nuit à vous. Merci Sébastien Spitzer et merci Jeantin. Voici Brassens.